Bonjour. Qu'est-ce que l'inflation? Phénomène monétaire extrêmement important, commençons par le définir. Il s'agit de l'augmentation générale et durable des prix. Qui mesure l'inflation? Il s'agit de l'INSEE qui établit un indice des prix à la consommation, dit encore IPC. Comment est-il construit? Eh bien, à partir d'un panier fixe de biens et de services, un panier, c'est une métaphore pour indiquer, lorsqu'on va faire son marché, que l'on consomme différents produits. Ici, on a même un caddie. Et il est composé de tout ce qu'on consomme, par exemple, sur le mois. Attention, chaque produit va être pondéré. Cela signifie, par exemple, que lorsqu'on prend le prix du pain, sachant qu'un ménage va acheter peut-être un pain par jour, il faudra sur le mois compter 30 fois à peu près le prix d'un pain. Alors que le loyer, lui, n'étant payé qu'une seule fois, il sera compté une fois. C'est donc une moyenne, un indice pondéré ou à coefficient. Voyons maintenant plus en détail le phénomène de l'inflation. C'est une perte de valeur de la monnaie, c'est-à-dire que la monnaie a moins de valeur. Ici, vous le voyez, notre petit personnage mange les billets, c'est-à-dire fait réduire la valeur de la monnaie. Pourquoi? Eh bien parce que lorsqu'il y a inflation, vous payez plus cher vos produits, ça veut dire qu'il faut davantage de monnaie pour acheter, ça veut dire que la monnaie a moins de valeur puisqu'il en faut davantage. Exemple, si vous voulez négocier votre salaire à la fin de l'année, renseignez-vous bien sur le niveau de l'inflation. Si dans le pays, l'inflation a été de 2%, il vous faut avoir une augmentation de salaire au minimum de 2% pour compenser l'augmentation des prix. Sinon, vous perdrez en pouvoir d'achat, c'est-à-dire en capacité à acheter ou en valeur finalement réelle de votre revenu. Si vous voulez un pouvoir d'achat supplémentaire, il vous faudra obtenir une augmentation de salaire supérieure à 2%. Analysons maintenant l'évolution du taux d'inflation exprimé en pourcentage chaque année en France. Vous le voyez, en 1991, les prix ont augmenté sur cette année de 3,2%. En 2013, de 0,9%. Vous le remarquez, en l'espace de 3 ans, le taux d'inflation a baissé, puisqu'il est passé de 3,2 à 1,6. Attention, il s'agit d'une baisse du taux d'inflation, mais pas une baisse des prix. Les prix ont continué à augmenter puisqu'ils sont positifs ici. Vous voyez, 2,4, 2,1, ce sont des données positives. On est ici au-delà de la barre des 0%. Il ne faut donc pas confondre un taux d'inflation qui baisse avec des prix qui baissent. Le taux d'inflation qui se réduit, c'est ce qu'on appelle une désinflation, c'est-à-dire que l'inflation se ralentit. Les prix donc continuent à augmenter, mais moins rapidement ou moins vite. Vous le voyez ici dans l'année d'après la guerre, où le taux d'inflation a été le plus fort en France, c'était en 1980, plus de 13%, considéré comme une inflation très forte, les prix augmentaient donc très vite. Et les gouvernements successifs dans les années 80 ont engagé une politique de réduction de l'inflation, comme vous le voyez ici, donc de désinflation dite compétitive, c'est-à-dire pour faire en sorte que les produits français restent compétitifs avec les produits allemands, qui étaient notre premier partenaire économique. Pourquoi? Eh bien parce que si l'inflation est forte, cela signifie que les prix augmentent vite, et donc que les consommateurs français ou allemands risquaient d'acheter des produits allemands qui, eux, devenaient moins chers que les produits français. Il fallait donc faire en sorte que les produits français n'augmentent pas trop vite. Pour venir plus récemment, en novembre 2014, l'inflation sur l'année a été, comme vous le voyez, de 0,3%, c'est-à-dire de novembre 2013 à novembre 2014, ils ont augmenté, mais très peu, de 0,3%. Mais élément intéressant pendant ce mois-ci, si on mesure l'évolution mensuelle, c'est-à-dire d'octobre 2014 à novembre 2014, les prix, comme vous le voyez, ont baissé de 0,2%. Il s'agit donc à ce moment-là d'un risque qu'on appelle la déflation, c'est-à-dire d'une baisse générale et durable des prix, l'inverse
de l'inflation, pourquoi s'agit-il d'un risque? Eh bien parce qu'on considère, non pas d'un point de vue individuel, un consommateur pourrait dire oui, les prix baissent, tant mieux. Mais d'un point de vue général ou d'un point de vue dit macroéconomique sur l'ensemble du pays, ça peut provoquer une spirale ou un cercle vicieux que vous voyez ici dans notre schéma. Lorsque les prix baissent, en général, c'est parce que les entreprises ne sont pas parvenues à vendre leurs produits, alors elles ont décidé d'écouler leur stock et de baisser leur prix. Si elles écoulent leur stock, elles ne produisent plus, elles n'ont pas besoin de produire parce qu'elles n'ont pas de clients. Dans ce cas-là, elles vont réduire leur production, puisqu'elles doivent écouler des produits qu'elles n'ont pas pour l'instant vendus. Si elles ne produisent plus, elles n'ont pas besoin de personnel. Elles vont donc licencier du personnel ou faire passer du personnel à temps partiel. Et donc globalement, les salaires distribués dans le pays vont baisser, avec le chômage, le temps partiel. Ça signifie que les ménages disposeront de moins d'argent, de moins de revenus pour consommer, et donc la demande, la consommation va baisser. À ce moment-là, les entreprises n'auront plus de consommateurs et devront de nouveau baisser les prix, et le cercle sera entamé. Les consommateurs attendront que les prix baissent encore plus pour acheter. Les entreprises ne pourront donc plus vendre leurs produits. On sera donc dans la situation de déflation. Pour conclure, finalement, on le voit à travers ce personnage, il ne faut surtout pas que l'inflation étrangle les consommateurs. Il ne faut donc surtout pas que l'inflation soit trop élevée, ce qui fait baisser de manière trop importante la valeur de la monnaie. Et en même temps, il faut éviter la déflation. C'est pourquoi l'on considère que l'inflation doit être contenue, c'est-à-dire comprise, pour un pays comme la France, entre 1 et 3-4%. À bientôt.